Bon lundi les pirates, bonne semaine, j'espère que vous allez bien. Alors on parle cette semaine des lois secrètes de l'amour. Je vous en ai donné beaucoup pendant la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 220 formations. Je vous en fais toutes les semaines. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous fais chaque semaine des formations qui vous permettent de sortir de votre crise de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal d'avoir une crise de couple. Et donc le lien que vous avez ci-dessous, enfin dans le descriptif, vous permet d'accéder aux 220 formations, au canal de Facebook des pirates qui vous aide à récupérer votre conjoint parce que les plus âgés, les plus avancés dans la piraterie, ceux qui ont fait le plus de formations vont vous aider quand vous arrivez à mettre les premières formations en place. Évidemment, vous avez aussi les vidéos tous les jours courtes, les vidéos longues comme ce matin, mais aussi les vidéos courtes et des textes et même des lives que je vous mets chaque jour sur le canal Telegram. Tout ça, vous l'avez sur le même lien en descriptif de cette vidéo. Je vous offre même une formation gratuite. Il suffit de cliquer sur le lien pour la trouver. Donc, j'ai encore plein de lois secrètes de l'amour à vous révéler. On va en voir plusieurs dans cette vidéo. Pourquoi la proximité émotionnelle devient un piège dans les moments de crise. Le silence radio, c'est-à-dire pendant quelques semaines, je ne contacte pas mon conjoint, c'est une bêtise très grave qui condamne la relation si vous la poursuivez. La poursuivez d'ailleurs quand vous avez des enfants, quand vous avez une maison en commun, quand vous êtes ensemble depuis très longtemps, c'est impossible de le faire. Bon, déjà c'est ça. Mais la proximité émotionnelle en voulant saouler votre conjoint, c'est aussi un piège dans les moments des crises. Lorsque cette crise a éclaté, évidemment, il est naturel pour vous, je vous comprends, de vouloir vous rapprocher émotionnellement de votre partenaire, même si vous n'avez pas été très proche pendant toute la phase de sécurisation, là vous voulez vous rapprocher. Mais cette tentative de fusion est aussi grave que le silence radio ou la manipulation du fuis-moi je te suis. Eh bien, la tentative de fusion ne marche pas à ce moment-là. C'est vrai qu'elle est motivée par la peur de perdre votre conjoint. Vous êtes en mode survie et malheureusement, comme pour le silence radio, ça aggrave la situation. Donc c'est le ni-ni, hein. Ni silence radio, ni fusion. Vous devenez, si vous faites ça, vous aggravez la situation parce que vous devenez dépendant du moindre signe d'affection. Il m'a pas répondu tout de suite à mon texto. D'ailleurs, le texto, c'est plutôt interdit. Enfin, si vous êtes adepte des formations, vous savez pourquoi et vous avez remplacé par des appels téléphoniques et des visios en face à face et vous avez constaté que ça avait marché du feu de Dieu, comme on dit. Évidemment, hein, quand vous êtes dépendant du moindre signe d'affection de votre conjoint, ça vous fait du mal et vous êtes accroché à des promesses implicites. La proximité, qui était autrefois une source de réconfort pendant la phase de sécurisation, devient une prison invisible. Vous souffrez de plus en plus car chaque distance qui est prise par votre conjoint vous plonge dans l'angoisse et évidemment cet instinct qui est apparemment bien intentionné devient contre-productif. En revanche, quand vous serez dans la phase de sécurisation, eh bien vous n'aurez plus besoin quand vous serez plus dans la phase de sécurisation ni dans la phase d'exploration mais dans la phase 4 de grande intimité, vous n'aurez pas besoin d'avoir cette proximité constante qui pourrait détruire votre relation. Évidemment, si vous allez chez le psy de quartier, si vous allez chez le coach sur Internet parfois, il vous dit qu'il faut renforcer les liens émotionnels, de parler davantage, de mieux communiquer. Le psy de quartier dit souvent qu'il faut mieux communiquer, mais pourtant, au moment de la crise, cette surcharge émotionnelle devient insupportable. Donc si votre coach préféré, entre guillemets, vous conseille d'être présent, il faut être présent, ou faire un silence radio, le manque crée le désir, etc., vous fuyez évidemment tous ces conseils-là, parce que l'omniprésence comme l'absence totale provoque des effets dévastateurs dans votre groupe. Le conjoint qui est en crise a besoin, et certes, de distance pour respirer, notamment quand il ne se sent pas bien, quand il est en down, mais il a besoin aussi de votre contact pour constater que vous changez, que maintenant vous avez compris et que vous êtes déjà en phase 4. Donc l'erreur des solutions classiques des psys de quartier, de croire que vous avez besoin de partager beaucoup de choses, vont faire que ça va être une boucherie. Donc pourquoi tu fais ça, mais avant on était bien, et pourquoi pas en ce moment, etc. Ça va être une boucherie. Si quand votre conjoint est en down, vous laissez tranquille, et quand il est en up, vous êtes dans la légèreté, eh bien là ça va fonctionner. Si l'on parle de la théorie de l'attachement de John Bowlby, il a mené des expériences révélant que les bébés, bien qu'attachés à leurs parents,
ont eux aussi besoin d'explorer seuls leur environnement pour se développer pleinement. Et bien votre conjoint c'est pareil. Pendant sa crise, comme un ado, hein, la crise de votre conjoint, soit une crise existentielle, si vous êtes ensemble depuis très longtemps, eh bien il est comme un ado, il faut qu'il aille se prendre des murs. Donc votre présence constante va faire que vous allez l'empêcher de prendre ses murs et donc il va vous rejeter de plus en plus pour qu'il puisse prendre ses murs. Comme pour un petit enfant, la présence constante de la maman qui ne laisse pas d'espace à l'enfant, attention il va tomber, attention il va tomber, eh bien ça va nuire au développement de l'enfant, comme si j'empêche mon ado de découvrir le monde par lui-même, ça va évidemment nuire à son autonomie. Vous montrez évidemment que vous avez changé, que vous êtes maintenant grâce aux formations la meilleure version de vous-même et que vous êtes déjà en phase 4, mais évidemment ce principe qui est ignoré, qui s'applique souvent au couple, trop de proximité peut étouffer le désir d'exploration et d'indépendance. En revanche, quand vous allez être dans la phase 4, c'est une loi secrète, eh bien vous allez créer cet espace d'exploration pour l'un et pour l'autre et vous retrouvez ensuite. Tout ça est vital pour l'équilibre individuel de la relation. Vous avez vu que vous ne l'avez pas respecté certainement pendant la phase de sécurisation et vous le payez aujourd'hui au prix fort de votre souffrance. Le cerveau humain a besoin d'espace pour réguler ses émotions. Le détachement émotionnel contrôlé permet de recréer une dynamique saine. C'est pas une rupture ni un acte de désintérêt, mais une pause nécessaire pour équilibrer la relation, pour avoir ce changement de la phase 2 à la phase 4. La loi secrète de l'amour, celle-ci, elle est simple. Créer de l'espace que vous allez utiliser en phase 4 ensuite, pour que chacun puisse retrouver son identité propre. Vous, le temps de vous former, de vous mettre les formations dans les oreilles, de les mettre en application, et votre conjoint de voir que la relation pansement ne fonctionne pas. Mais la relation pansement ne fonctionnera pas, mais si vous n'avez pas changé à la fin de la relation pansement, votre conjoint va prendre un autre pansement sous une autre forme ou une autre personne. Donc il s'agit d'une démarche consciente, le travail que vous faites sur vous, pour permettre au désir et à l'attachement de se reconstruire sur une base plus saine, parce qu'il y aura plus de distance et vous serez beaucoup plus fort. L'effet Zygarnik, qu'on appelle, qui a été découvert par ce psychologue russe, montre que l'être humain se souvient mieux des tâches incomplètes que des tâches terminées. Si votre conjoint vous connaît par cœur, comme à la fin de la phase 2, évidemment, il va ne plus avoir envie de vous comprendre. En revanche, si vous travaillez sur vous, si vous mettez en application les formations, eh bien votre conjoint va voir que vous avez changé. Donc, il va avoir besoin de comprendre. Sa tâche sera incomplète. Tiens, il a changé. Tiens, il a encore changé. Il a encore changé par rapport à l'autre jour. Il a un humour différent. Et donc ça facilite le rapprochement de votre conjoint, qui d'ailleurs s'est rapproché de Pansement au début parce qu'il découvrait des choses, et au fur et à mesure qu'il découvre des choses négatives sur Pansement, évidemment, il va s'éloigner, puisque Pansement qui profite de votre conjoint en crise, qui est boiteux, qui est en train de se séparer, etc., n'est pas quelqu'un de parfaitement équilibré lui non plus, hein, parce que quelqu'un qui est équilibré ne va pas chercher un homme ou une femme en crise existentielle ou en crise de couple pour nourrir ses pulsions, notamment sexuelles. Donc la relation avec Pansement ne va jamais bien loin, à moins que vous ayez évidemment créé des interdits, que vous poussiez votre conjoint dans les bras de Pansement en faisant des propulsions, mais si vous mettez correctement en application les formations, ce ne sera jamais le cas. Donc, pour votre relation, vous allez laisser de l'inachevé, des espaces non comblés, vous allez stimuler l'intérêt et le désir de revenir vers l'autre. Par exemple, quand vous avez une conversation au téléphone, vous pouvez dire, si ça se passe bien, au bout d'un moment, moi je te laisse parce que j'ai un client qui doit me rappeler, je dois faire cuire un sanglier, enfin vous avez vos rêves comme ça, j'ai un sanglier sur le feu, et vous laissez ce goût d'inachevé, mais ce goût d'inachevé par rapport à quelque chose qui se passait bien, évidemment. Donc dans votre crise de couple, dans votre phase 3 de la phase d'exploration, vous allez laisser des zones de vide émotionnel, ne pas tout dire, ne pas tout expliquer, et ça va raviver la curiosité et la connexion entre les partenaires. Si vous appelez votre conjoint 3 fois de suite sans laisser de message, eh bien, va vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc curiosité et connexion. Donc vous allez faire un jeûne émotionnel, hein, vous allez prendre quelques heures pour ne rien partager d'émotionnel avec votre conjoint, ni plainte, ni déclaration. Vous allez bosser sur vous et vous allez contenter d'être là physiquement, légèrement,
pour rigoler, pour plaisanter, pour badiner, sans chercher à combler les vides qui sont en vous. Et vous allez voir comment cela va modifier positivement la dynamique entre vous et votre conjoint. Vous allez finalement, pendant les moments où vous êtes seul, sans contact avec votre conjoint, vous allez occuper ce temps pour avoir des activités créatives, introspectives, qui vont vous permettre d'avancer, vous former, mais aussi trouver des sujets agréables pour quand vous allez vous voir. Et vous allez voir que cette absence momentanée avec votre conjoint va vous permettre de changer l'atmosphère lors de vos trouvailles, parce que vous montrerez que le travail que vous avez fait sur vous, les applications que vous avez faites, les formations que vous avez mis en application, et bien tout ça va montrer à votre conjoint effectivement qu'il faut qu'il cherche dans sa tête pourquoi vous avez changé, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Et donc ce silence, ça va être productif. Le silence pendant le down de votre conjoint va vous permettre de vous former, de mettre en application, de chercher des sujets, etc. Donc vous allez pas être en permanence collé à votre conjoint, mais vous allez avoir ce qu'on appelle la loi de l'oubli volontaire, c'est-à-dire que vous allez volontairement stopper de ressasser le passé qui détruit toute chance de réconciliation. C'est une loi importante. Pendant la phase d'alarme, votre conjoint vous a fait certainement des reproches, vous a mis les erreurs sur le nez. Alors des fois il n'ose pas, il vous dit non mais c'est vous, hein, moi tout, c'est moi. Moi je traverse une crise difficile, mais toi t'es parfait, tu es pour rien. Donc ça c'est une fuite, hein, c'est pour dire tiens c'est les hommes qui font souvent ça un peu par lâcheté. Alors, on n'ose pas dire à son conjoint ses défauts, on les prend à sa charge, comme ça l'impression qu'on fait moins souffrir l'autre. Ben non, si votre conjoint veut se séparer, si votre conjoint se dispute, c'est qu'il a des choses à vous reprocher et qu'il estime que vous avez fait des erreurs. Si tout va bien, il n'y a pas besoin de se séparer, au contraire. Donc tous ces éléments, les erreurs que vous avez fait, les reproches que vous n'avez pas entendus, se sont accumulés au fil du temps et tout ça a créé une toile dense d'amertume chez votre conjoint. Donc finalement, votre conjoint s'est retrouvé dans une spirale de rémunération du passé et du passé négatif. Chaque erreur que vous avez pu faire, chaque trahison qu'il estime que vous avez fait est ruminée, amplifiée et jetée à votre figure quand il y a un conflit. Et si votre conjoint est lâche pour vous le mettre à la figure, il a dans sa tête. Alors, il le dit beaucoup à son pansement, puisque vous savez que vous êtes le sujet préféré des discussions entre pansement et votre criseux et votre criseuse. C'est comme ça. Et évidemment, votre conjoint, pour se sentir bien, dépeint un personnage, votre personnage, comme quelqu'un d'absolument détestable. Vous avez des scènes au cinéma comme ça où par exemple l'homme mange avec son pansement, la femme débarque dans le restaurant et je ne sais plus dans quel film c'est, mais je vous l'avais mis sur un groupe Facebook. Le pansement dit ah ben vous n'êtes pas handicapé, vous n'êtes pas vous n'êtes pas en fin de vie, vous n'êtes pas sur un fauteuil roulant. Donc vous voyez que souvent votre criseux malheureusement vous dépeint comme quelqu'un d'absolument abject et parfois même dit toujours de toute façon que la relation est finie, que vous n'avez plus de relations, que vous n'avez plus de relations sexuelles, même si vous faites encore du sexe. Évidemment, votre conjoint pendant sa crise vous ment évidemment, mais ment aussi beaucoup à son pansement. Il ment aussi à ses enfants, à son patron, etc. Il va dire, pour retrouver son pansement, il va dire à son patron qu'il va chez, je ne sais pas qui, là, chez le médecin. C'est arrivé l'autre jour un client où le criseux s'est fait attraper par son patron. Il a dit cet après-midi je vais chez le médecin évidemment, et il a retrouvé la voiture de la société sur un parking d'hôtel évidemment. Ça s'est mal passé pour le criseux ou la criseuse. Donc finalement la mémoire émotionnelle de votre conjoint qui est en crise, peut-être en crise existentielle, effectivement est un piège pour vous, pour votre couple, mais pour lui ou pour elle aussi évidemment, vous l'avez compris. Donc finalement chaque erreur, chaque trahison va renforcer le ressentiment de votre conjoint et va l'empêcher de regarder vers l'avenir. Comme vous avez changé maintenant, qu'il n'y a plus de conflit et que vous faites passer des bons moments avec votre conjoint, eh bien, votre conjoint va pouvoir enfin faire table rase parce que le cerveau programmé pour se souvenir des douleurs poussait constamment votre conjoint dans la séparation et aujourd'hui, évidemment, tout ça change. Au 19e siècle,
Herman, comment dirais-je, a fait l'expérience de la courbe de l'oubli. Cette rétention volontaire des personnes en crise, des douleurs passées, est souvent la cause de la paralysie dans les couples en crise. Dans l'infidélité, par exemple, même des années plus tard, chaque petite dispute, si vous n'avez pas fait ce travail sur vous, va réveiller ce souvenir, amplifier, déformer. D'ailleurs, c'est ce qui arrive. Votre conjoint, à la fin de la phase de sécurisation, se rappelle que peut-être un jour, vous l'avez trompé ou vous avez discuté avec d'autres personnes, etc. Je me souviens d'une personne, alors c'était il y a quelques années, c'était un peu après 1999, au début de ma carrière, qui me disait, ma femme m'a reproché d'avoir vu que j'avais envoyé un message à quelqu'un en lui disant caresse. Donc je ne me rappelais plus d'avoir envoyé ce mot caresse par mail. Et sa femme lui avait dit, si on était un jour assis sur le canapé, tu avais ton ordinateur et tu as envoyé un message à quelqu'un en disant, tu as écrit le mot caresse, je l'ai vu. Donc mon client ne savait vraiment pas d'où ça pouvait venir. Alors comme je connaissais ce client-là et que je connaissais aussi parce qu'il avait des chevaux à l'époque, et j'avais dit, est-ce que vous n'avez pas dit à quelqu'un, fais une caresse à ton cheval, ou j'ai fait une caresse à mon cheval, ou il était énervé, j'ai fait une caresse salée. Il me dit, mais oui, c'est ça. J'ai des conversations avec d'autres cavaliers ou un échange de pratiques, et c'est certainement à ce moment-là que j'avais mis le mot caresse. Et donc le conjoint qui avait vu le mot caresse sur l'ordinateur l'a ruminé pendant des mois et des années, c'est sorti au moment de la crise de couple, effectivement, où mon client ne se souvenait plus qu'il avait mis le mot caresse. Alors évidemment, ils sont revenus ensemble, je dis évidemment, c'est pas évident, parce que s'il n'avait pas suivi les formations, ils ne seraient pas revenus ensemble, et certainement il aurait fait des erreurs comme beaucoup de personnes. Mais vous voyez que parfois, effectivement, chaque petite dispute réveille quelque chose. Et chez son conjoint, c'était ça, hein, c'était ce mot caresse qu'il avait vu et qui aurait pu faire qu'ils se soient séparés. Donc, effectivement, vous allez apprendre à pardonner pour avancer. Le pardon, c'est pas un simple concept mental. Hein, le souvenir reste inscrit dans les synapses comme une cicatrice mal refermée tant que vous n'aurez pas vraiment pardonné. Donc les approches classiques vous demandent effectivement d'ignorer les blessures, mais il est impossible sans ce travail profond, notamment avec la neurohypnose, hein, que vous avez dans chacune des formations. Je vous offre un fichier de neurohypnose différent évidemment dans chaque formation. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et c'est ma voix que vous n'entendez pas ou très peu, c'est des ondes, c'est des fréquences subliminales qui rentrent directement dans votre inconscient. Vous avez aussi des exercices avec le MDR qui vont nettoyer la mémoire émotionnelle en profondeur. Donc n'hésitez pas, pensez bien à faire ces fichiers de neurohypnose, mais aussi ces fichiers enfin c'est pas fichier, ce travail sur le MDR. Vous avez une formation complète sur le MDR et sur l'EFT qui vous permettent effectivement de pardonner en profondeur, parce que si vous ne pardonnez qu'en surface, un jour ou l'autre, ça peut ressortir. Donc la décision consciente d'oublier, allez j'oublie, donc vous savez, des enfants, allez oublie-le ou oublie-la, ça ne marche pas, ça peut pas enterrer, ça ne peut pas enterrer le moment, il faut vraiment le nettoyer. Là, par exemple, si vous avez un enfant qui est triste parce que il connaît sa première peine d'amour, c'est un ado, il ne faut pas lui dire allez oublie-le, une paire du 10 de retrouver. Non, vous lui apprenez l'exercice de MDR, pardon, vous n'avez pas besoin d'aller chez le psy, contrairement à ce que vous dit le psy. Évidemment, le psy va vous vendre des séances, on va dire non, toutes les semaines il faut venir nous voir, ça coûte 100 € de faire une séance de MDR. Non, vous achetez une fois la formation, vous la faites tout seul, 10 fois par semaine, 20 fois par semaine, vous pouvez le faire à vos enfants une fois que vous avez compris. Vous n'avez pas besoin de vous rendre chez le psy de quartier pour faire des séances de MDR, vous l'apprenez une fois et vous pouvez le faire. Si on prend l'exemple de Nelson Mandela qui a passé 27 ans en prison, il aurait pu laisser la haine et le ressentiment dicter sa vie post-libération. Pourtant, il a fait ce choix fort, celui de ne pas laisser le passé le redéfinir. Il a choisi d'oublier volontairement certaines souffrances pour construire un avenir meilleur pour l'Afrique du Sud. Si Mandela avait continué à nourrir de ses blessures, le pays n'aurait pas pu avancer comme il avançait. Cette décision d'oubli, ce pardon a été le fruit d'un travail important qu'a fait Mandela. Donc ce que j'appelle la décision d'oubli volontaire, c'est-à-dire que je fais des exercices pour que j'oublie le passé. C'est applicable évidemment à votre couple en crise également. Pour vous réconcilier, il faut parfois volontairement effacer certains chapitres. Le MDR, la formation
formations sur les MDR vous aident là-dessus. Donc finalement, notre cerveau est plastique, il est capable de se reconfigurer en fonction des expériences que vous choisissez de reprioriser. Si vous priorisez vos formations chaque jour, eh bien votre cerveau est en plastique, vous allez changer de fonctionnement. Quand je dis plastique, c'est pas un plastoc comme on dit, hein, c'est à la neuroplasticité. Donc en choisissant volontairement d'ignorer par les exercices certains souvenirs douloureux, par le MDR ou par l'IFT ou par la cohérence cardiaque, vous allez reprogrammer votre mémoire émotionnelle. C'est ça la loi de l'oubli volontaire. Vous allez faire les exercices nécessaires qui sont dans les formations pour oublier les mauvais moments que vous avez passés avec votre conjoint, les trahisons, etc., pour pouvoir vous projeter dans cette phase 4 qui est la meilleure phase de votre vie. Si vous gardez en vous les trahisons, les pansements, etc., eh bien, ça va vous faire du mal. Donc la loi de l'oubli volontaire est une loi que j'aurais pu mettre dans la formation, mais les autres sont encore plus puissantes. Eh bien, vous allez pouvoir décider, grâce à cette loi de l'oubli volontaire, avec le MDR notamment, de décider quelles expériences émotionnelles nourrir et quelles vous allez laisser se flétrir. En refusant de revisiter systématiquement les épisodes douloureux, quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, quand vous avez appris qu'il avait un pansement, etc., vous allez rééduquer par votre travail, votre cerveau, à ne plus y accorder aucune importance et donc moins souffrir. Voilà, vous avez votre destin en main, vous pouvez aller en phase 4, vous allez y arriver comme des milliers de pirates. Les pirates qui sont déjà plus avancés vont vous aider à mettre en place les formations, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, on va vous aider, le capitaine est là tous les matins à 7 h, je vous mets toute la journée des shorts, des textes sur Telegram, tout ça pour vous aider à mettre en place les formations. Je vous fais aussi des mini-lives dans la journée, souvent à la mi-journée, pour vous aider à mettre en place ces formations, pour répondre à vos questions. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Effectivement, vous auriez pu vous séparer comme des amis, comme des cousins que vous avez parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise de couple. Vous êtes tombé au bon endroit, vous allez bosser, vous allez faire ce qu'il faut et vous allez y arriver. Les pirates sont là, les pirates sont bienveillants. Un peu comme un enfant qui aurait des difficultés à l'école, eh bien, on va lui prendre un programme de formation complémentaire et on va l'aider à faire ses devoirs pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il retrouve le niveau et qu'il passe en phase supérieure. Quand un enfant est en souffrance, on va l'aider, on va lui offrir la formation qu'il faut, l'éducation qu'il faut et on va l'aider à mettre en application. Eh bien, là, les pirates vont vous aider et vous allez aussi aider les pirates. Ça vous fera du bien également. Voilà. Bien écoutez, en route ensemble pour la phase 4 de votre couple, vous êtes au bon endroit, vous avez bien trouvé grâce à cette team le bon fonctionnement, vous allez y arriver, on va vous aider, passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.